Quand le monde devient mythe, survivre devient un acte de rébellion. Fantasia est l'art où Berserk cesse de fonctionner comme un monde cohérent. Après la superposition des plans astral et humains, les frontières disparaissent. Les légendes deviennent réelles, les dieux prennent chair et la réalité, elle, commence à se fissurer. Fantasia n'est pas la suite logique de Berserk, c'est son point de rupture. L'instant où Miura transforme son œuvre en mythe vivant. Et pourtant, tout commence de la manière la plus calme. Sur un bateau. Guts et ses compagnons voguent vers Elfhelm, la dernière terre intacte, l'île des elfes. Leurs visages sont marqués et leurs corps usés. Casca, la raison principale de ce voyage, reste toujours enfermée dans son esprit malgré elle. D'un autre côté, Farnèse et Shirke veillent sur elle. Serpico observe comme toujours en silence, et même Isidro semble avoir perdu un peu de son enthousiasme habituel. Cette ambiance-là, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais c'est un vide. Non pas un vide reposant, un vide lourd, une paix qui sonne faux. Miura installe ce silence comme un piège parce qu'on sait qu'avec Berserk, la paix n'existe jamais sans retour de bâton. Ce navire représente pour nous lecteurs bien plus qu'un simple moyen de transport. Il s'agit d'une parenthèse avant l'inévitable. Le monde autour d'eux a disparu, avalé par le chaos de la superposition des mondes. Ils ne naviguent plus dans le monde, ils flottent entre deux réalités. Et très vite, on comprend alors que cette traversée n'est pas le voyage géographique, mais spirituel. Guts ne se bat plus, il endure. Il avance parce que c'est la seule chose qu'il sait faire désormais. Et au fond, c'est là que Fantasia devient une métaphore. Guts est ce qu'il nous reste d'humain dans un monde qui a oublié ce que signifie être humain. D'un autre point de vue, la mer ne reste jamais calme. Elle change peu à peu, devenant sombre et vivante. Shirke sent des présences sous la coque du navire. À l'aide de ses capacités de magie, elle parvient à démasquer des créatures ancestrales réveillées par la superposition des mondes. Des monstres au design horrifique et inspirés de mythes en tout genre. Notre personnage comprend alors avant tout le monde que les frontières ont disparu. Désormais, esprit, mythe, dieu et cauchemar existent au même endroit. Et quand tout devient réel, plus rien ne l'est vraiment. Le navire, emporté par les courants, finit par dériver jusqu'à une île désolée. Un endroit qui dégage immédiatement quelque chose de sinistre. Pas une terre hostile comme celle qu'on a pu voir avant, une terre abandonnée, figée entre la vie et la mort. Les habitants semblent zombifiés, laissant comprendre qu'une présence monstrueuse a dévoré et continue encore de dévorer des marins et faire disparaître les bateaux s'approchant de trop près. C'est ici que notre groupe rencontre Isma, une jeune fille mystérieuse, vive et curieuse, mais qui porte en elle quelque chose d'étrange, presque autre. Une enfant du village, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose qui la relie instinctivement à la mer. C'est grâce à elle que Guts et les autres découvrent la vérité. La région entière est dominée par le Deus Maris, un dieu marin qui attire les âmes humaines pour se nourrir d'elles. Les pêcheurs sont retrouvés défigurés, les vagues semblent respirer et les marins disparus réapparaissent sous une forme monstrueuse. La mer, littéralement, transforme les hommes en créatures marines. Et au milieu de cette horreur, un autre peuple se réveille. Les Merows, des esprits marins mi-humains, mi-sirènes, qui ont juré de protéger les hommes contre le dieu de la mer. Leur reine elle-même reconnaît en Isma l'une des leurs, une Merow rejetée sur la terre ferme à la naissance. À partir de là, tout s'accélère. L'île n'est plus qu'un champ d'attente avant la tempête. Guts, Shirke, Isma, les Merows et le reste du groupe se retrouvent entraînés dans une bataille totale contre une créature dont la taille dépasse l'imagination humaine. C'est le premier vrai affrontement de Fantasia. Un combat où même l'armure du berserker semble insignifiante face à l'ampleur du mythe. Ce n'est plus l'humanité contre les monstres, mais l'humanité face à la nature elle-même devenue consciente, affamée et divine. Et c'est là que s'arrête ce premier chapitre. Au moment précis où Guts s'apprête à entrer dans la gueule du chaos, à la frontière entre le monde qu'il connaît et celui qui vient de naître.
Quand on arrive sur cette île, on a encore dans la tête tout ce que Berserk était encore jusque-là. Un monde brisé, monstrueux, mais qui gardait encore cette structure humaine. Et puis on tombe là-dessus, sur cette chose, sur ce dieu. Et je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai lu ça, j'ai posé le tome. Pas parce que ça m'a pas plu, parce que je ne comprenais pas. J'ai réalisé à ce moment-là que Miura venait d'ouvrir une porte totalement différente, quelque chose qui n'appartenait plus totalement à Berserk, mais qui pourtant faisait partie de lui depuis le tout début. C'est là que je me suis dit, ok, là on rentre dans Fantasia pour de vrai. Lorsque le Deus Maris se manifeste pleinement, le récit bascule dans quelque chose de profondément surréaliste. Les planches de Miura cessent d'obéir à une logique spatiale classique. La mer se tord, les perspectives explosent, les corps se mélangent aux vagues et le décor lui-même semble avalé par la chair du dieu. Des navires entiers sont pris dans la tourmente, attaqués par des créatures marines gigantesques, d'anciens marins, des monstres difformes, des apôtres nés de la mer. Ils s'agrippent aux coques, déchirent les ponts et transforment l'océan en champ de bataille vivant. À bord du Seahorse, l'équipage se bat comme il peut. Marins, mercenaires et compagnons de Guts luttent contre ces monstres pour empêcher le navire de sombrer, conscients que leur rôle n'est pas de vaincre, mais de tenir, survivre et protéger Shirke pendant qu'elle engage quelque chose de bien plus dangereux. Car pendant que le monde physique s'effondre, Shirke entre sur le plan astral pour soutenir Guts, littéralement en train de se faire dévorer par le dieu de la mer de l'intérieur. Guts est englouti dans cette masse organique faite de chair humaine fusionnée, de dents, de viscères, de souvenirs, et l'armure du berserker prend alors le contrôle. La douleur disparaît, le toucher aussi, la vue se brouille jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la pulsion de tuer. Il ne combat plus en tant qu'homme, mais comme une arme guidée par une volonté étrangère. Shirke, ancré à lui sur le plan astral, lutte pour maintenir son identité, pour l'empêcher de se perdre définitivement dans la bête, tandis que le dieu de la mer tente littéralement de l'absorber, corps et esprit confondus. À l'extérieur, les Meros entrent pleinement en guerre, affrontant les créatures marines et protégeant Guts à plusieurs reprises, le sauvant lorsqu'il est sur le point d'être englouti ou écrasé, révélant que ce combat dépasse largement les humains. Isma, prise entre sa nature humaine et son héritage marin, agit comme un lien vivant entre ces deux mondes, tandis que Farnèse, Serpico et Isidro font face à leurs limites, incapables d'agir autrement qu'en résistant à l'effondrement général. Le combat devient alors total, physique, magique, astral, mythologique. Finalement, le Deus Maris s'effondre sur lui-même, étouffé par sa propre masse, par l'excès de chair et d'âme qu'il a accumulé au fil des siècles. La mer se calme lentement, les monstres disparaissent, les navires cessent de tanguer, et le silence revient comme après une catastrophe naturelle. Guts est extrait de la bête, vivant, mais vidé, brisé, réduit à l'état de survivant plus que de vainqueur. Rien n'a été conquis, rien n'a été maîtrisé. Le monde n'a pas été sauvé, il a simplement laissé passer le groupe, et ce combat laisse une certitude glaçante. Fantasia n'est pas un monde où l'on combat des monstres, mais un monde où l'on traverse des mythes. Et maintenant que Miura nous a montré l'un des visages les plus chaotiques de ce nouveau monde, il va nous conduire vers son exact opposé. Falconia, l'ordre parfait. La lumière absolue, là où Griffith règne déjà comme un dieu. Après le chaos du Deus Maris, après la mer devenue chair et les cris engloutis, Miura nous arrache à l'horreur et nous projette dans Falconia. La première fois que j'ai tourné cette page, j'ai dû vous le dire, mais je me suis arrêté. Parce que personne ne s'attend à ça. Où on sort d'un monde où chaque coin de ciel est gris, où chaque ruine respire la violence, et soudain, il y a cette cité. Et elle brille, littéralement. La lumière n'est pas seulement dans les rues, elle traverse les yeux des gens. Elle danse sur les colonnes, elle tombe sur les pavés comme un souffle régulier, rassurant, presque irréel. On voit les réfugiés franchir les portes comme s'ils pénétraient dans un sanctuaire. Certains s'agenouillent sans s'en rendre compte. Les soldats patrouillent avec une précision militaire, silencieux mais pas menaçant.
On entend les pas mesurés qui rythment la ville comme un cœur géant. Les places sont immenses, les statues imposantes mais harmonieuses, et on comprend tout de suite que chaque détail a été pensé pour inspirer confiance, pour créer un sentiment de sécurité absolue. Et en même temps, on ressent quelque chose d'étrange, un léger malaise. Comme si cette perfection ne pouvait pas exister seule, comme si elle devait absolument cacher quelque chose. Puis Griffith apparaît. Et là, tout prend un sens différent. Il marche parmi les habitants, souriant aux enfants, bénissant les blessés, et malgré la lumière et la beauté de la scène, on sent que tout est calculé. Pas par lui, mais par la ville, par la façon dont les gens l'adorent. Il devient le centre de cette perfection, comme un phare dans un océan de stabilité. On sent la dévotion dans le regard des habitants, la confiance presque religieuse qu'ils lui accordent, et cette image est fascinante, mais dérangeante. Au fond, on sait que ce calme n'est que la surface. Le chaos n'a pas disparu, il est simplement contenu, organisé et sublimé. La ville fonctionne comme un mécanisme, et chaque personnage réagit à sa manière. Même Zod, le monstre immortel, joue son rôle. Terrifiant et protecteur à la fois, il incarne la violence transformée en rempart, et son simple passage dans les rues rappelle que l'ordre repose toujours sur la puissance brute. Ce qui est fascinant, c'est ce contraste avec Guts. Là où lui émerge encore d'un combat contre la chair et le chaos, Griffith évolue dans un monde qui semble ne connaître ni douleur ni horreur. Les cérémonies, les chants, la gratitude des habitants, tout cela crée une atmosphère hypnotique, presque contemplative. On est obligé de ressentir la force de cette lumière, et en même temps son ambiguïté. Falconia n'est pas un mensonge, mais elle n'est pas naturelle non plus. Elle est une construction humaine. Chaque sourire, chaque rue, chaque statue répond à un besoin, au désir de stabilité et de sécurité. Et ce que Berserk nous montre ici, c'est que cette perfection peut être aussi dangereuse que l'ombre. Pas à cause de Griffith, mais à cause de ce qu'elle révèle de nous. Miura ne nous impose pas seulement un décor, il nous force à réfléchir, à sentir que cette ville, cette lumière, sont des tentations. Et cette tentation, elle va exploser dès qu'elle rencontrera le passé. Le passé de Guts, de Casca et du Skull Knight, du monde d'avant. Et surtout, le passé que Griffith lui-même refuse d'assumer. Falconia est belle, mais elle est fragile. Et cette fragilité, elle prépare la suite. Skellig, les nuits, la mémoire, et le moment où Berserk devient encore plus profond et plus complexe. Quand on quitte Falconia, on quitte la lumière organisée, presque hiératique. Mais on n'est pas tout de suite ramené à l'horreur brutale qui a rendu Berserk célèbre, non. Ce qui suit est encore plus étrange, encore plus rare. Un lieu qui n'existe même pas dans le vocabulaire du monde de Miura, un lieu qui ne devrait même pas exister, mais il est là. Elfhelm. La première fois que je suis arrivé dans cet arc, j'ai ressenti un choc narratif. Après des années de batailles constantes, les Kushan, les apôtres, les monstres marins, le Glyphos, Falconia et ses illusions de paix, Elfhelm apparaît enfin. Comme si Miura avait ouvert une fenêtre dans l'obscurité pour laisser entrer une bouffée d'air pur, mais qui en réalité n'appartient pas à ce monde brisé. Elfhelm, c'est l'anti-berserk dans sa forme. Pas dans son thème, il reste profondément lié au traumatisme et à la fragilité, mais dans son atmosphère. Dès que Guts pose le pied sur Skellig, on sent une respiration différente. Les arbres ne sont pas des masses menaçantes, ils filtrent la lumière comme s'ils la personnifiaient eux-mêmes. Quant aux cerisiers, ils ne sont pas juste beaux, leurs fleurs tombent en pluie douce, comme une neige délicate qui ne refroidit pas, mais réchauffe. Et la nature ici n'est pas une barrière, ni un piège. C'est vivant. Des faunes marchent parmi les voyageurs, et les centaures observent avec une sérénité presque déconcertante. Les elfes eux-mêmes, curieux, nous accueillent d'un air léger. Une curiosité presque enfantine face à Guts et à ses compagnons qui ont l'air d'être sortis d'un cauchemar permanent. La magie d'Elfhelm n'est pas agressive. Elle ne rugit pas comme celle de la Tour de la Conviction ou des rituels du God-End. Elle murmure, elle guérit, elle accompagne. Là où le monde normal est marqué par la lutte, par les monstres ou le deuil latent, Elfhelm est un lieu où la lumière ne s'excuse pas d'exister. Cela se ressent dans le comportement de Guts. Pour la première fois depuis, il ne se bat pas. Il ne hurle pas. Il ne serre pas les dents jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Il respire. Parce que ce lieu lui permet de le faire. Parce qu'il a été trop longtemps impossible. Et ce qui rend Elfhelm si poignant, c'est sa fragilité profonde. Ce n'est pas un paradis immuable. Ce n'est pas un refuge où on est à l'abri pour toujours. C'est un sanctuaire. Un sanctuaire ne promet pas l'éternité, il protège ce qu'il peut, tant qu'il le peut. Et c'est exactement l'esprit de l'île. Elle accueille Guts,
Casca, Shirke, Farnèse, Isidro, Isma, tous épuisés, tous fracturés, mais elle ne les enferme pas dans une illusion. Elle leur montre quelque chose que le monde avait oublié. La lumière peut exister, même quand il n'y a pas de raison évidente à cela. Puis il y a Casca. Et c'est là que cet arc devient, sans exagération, l'un des passages les plus puissants de toute l'œuvre. Sa guérison n'est pas une réinitialisation magique, ni un tour narratif facile. Miura ne répare pas Casca, il la reconstruit. On pénètre dans son subconscient éclaté, dans des paysages mentaux où les souvenirs sont des fragments de verre. Les mages d'Elphelm, guidés par Danan, expliquent que pour restaurer son esprit, il faut voyager dans ce labyrinthe de douleurs, d'ombres, de fragments d'une vie brisée. Casca n'a pas seulement perdu sa mémoire, elle a perdu sa capacité à faire sens du monde qui l'entoure. Ses cauchemars ne sont pas des scènes isolées, mais des strates de traumatismes qui n'ont jamais été confrontés. Et lorsque son regard s'ouvre réellement, lorsqu'elle reverra Guts, ce moment que des tomes entiers ont préparé, ce ne sera pas un happy ending, ce sera un tournant. Parce que la douleur ne disparaîtra pas juste parce que les souvenirs reviendront. Elle changera de forme, elle deviendra consciente. Et Guts va devoir apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité, avec une Casca qui voit à nouveau le monde tel qu'il l'est, et non tel qu'il l'a fantasmé. Dans cette fragilité, il y a de l'humanité. C'est un lieu qui ne veut pas sauver le monde, il veut seulement exister. On ressent que cette lumière est une exception, pas une règle, et cette beauté silencieuse, cette magie douce, elle nous prépare à la chute, parce que Berserk n'accorde jamais de répit éternel. Et ce qui rend cet arc encore plus tragique, c'est qu'on sait, même sans le lire, on le sent, que quelque chose dans ce sanctuaire est éphémère. Les racines d'Elphelm, le gigantesque cerisier qui est au cœur de l'île, sont ce qui permet à cette magie d'exister. Et dès que cette structure est compromise, dès que la guerre, le monde réel, ou même Griffith lui-même jette une ombre sur ce lieu, cette bulle pourrait bien éclater. Elphelm n'est pas un lieu de victoire, ce n'est pas une fin. C'est un adieu à ce qui aurait pu être le monde d'avant, une pause au milieu de l'histoire tragique de Guts et de Casca. C'est l'endroit où Guts peut poser sa lame, ne serait-ce qu'un instant, où il peut regarder Casca avec une lumière dans les yeux, sans craindre qu'on les lui arrache. Et c'est peut-être pour ça que ce chapitre, cette séquence, est l'un des plus émouvants et profonds de Berserk. Parce qu'elle nous montre que la lumière ne naît pas de la force, mais de la vulnérabilité. Et que cette lumière, même quand elle est fragile, est l'un des rares miracles de ce monde. Miura savait exactement ce qu'il faisait. Il nous donnait un dernier moment de lumière, avant le point de nos retours. Et ce point, il arrive. Il s'appelle le couloir des rêves. Le couloir des rêves, c'est un moment un peu à part dans Berserk. Et quand je dis un peu à part, je ne parle pas d'un chapitre spécial ou d'un délire symbolique que Kentaro Miura se serait amusé à dessiner entre deux chapitres. Le couloir des rêves, c'est l'une des portes les plus importantes de toute l'œuvre. Parce qu'ici, on ne traverse pas l'âme du monde de Berserk, on traverse l'âme de Casca. On descend dans ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a choisi d'oublier, et ce qu'elle a enfoui pour continuer à exister. Et je vous le dis franchement, c'est une séquence qui change tout. Pour elle, pour Guts, pour nous lecteurs, et pour le sens même du monde de Berserk. Quand le groupe arrive devant cette entrée, il n'y a pas d'épée à dégainer, pas de menace physique. C'est pire. Il n'y a que l'inconnu, et la conscience que si quelque chose se brise là-dedans, c'est fini. On ne parle pas d'un combat, on parle d'une immersion dans la psyché de Casca, d'une chirurgie de l'âme. Et ce qui fascine, c'est la manière dont Kentaro Miura installe cette ambiance. Le silence, le calme, la magie flottant presque sans bruit, comme si le monde retenait son souffle. Comme si même les arbres savaient ce qui allait se passer là, personne ne pourrait en ressortir indemne. Et ensuite, on entre. Et là, je vais être honnête, très peu d'œuvres parviennent à représenter un traumatisme sans tomber dans la surenchère ou la simplification. Miura, lui, fait quelque chose d'extraordinaire. Il transforme le traumatisme de Casca en paysage, en scène, en fragments de contes. Ce n'est pas juste une mémoire brisée, ce n'est pas une suite de flashbacks, c'est un monde cassé, un monde qui survit en se tenant à 3 émotions, la terreur, la honte et l'amour déformé. Tout dans ce couloir est symbolique, les fragments de souvenirs éclatés, la petite Casca fragile qui représente la part d'elle qui voulait survivre, les monstres qui la poursuivent, incarnation de ses peurs et de ses traumatismes, la poupée écorchée, image de ce qu'il reste d'elle après l'éclipse, et plus on avance, plus on comprend que ce n'est pas un décor,
c'est ce qu'elle a vécu, transformé par sa propre douleur. Et je veux insister sur quelque chose. Ce passage n'est pas là pour révéler l'éclipse. Ce passage sert à montrer ce qu'elle a vécu intérieurement. Son enfer à elle, l'éclipse, tel qu'elle l'a ressenti, pas tel qu'on l'a vu. Et ça, c'est beaucoup plus violent. Ce qui est fou, c'est que Guts n'est même pas présent physiquement. Il n'est pas acteur de cette séquence. Il n'y a que Farnèse et Shirkey qui avancent, explorent, assemblent les fragments de cette femme qui a passé des années enfermée dans sa propre tête. Et ce choix est brillant. Guts n'aurait pas pu supporter ça. Voir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu de lui pendant ce moment, c'était trop. Miura le savait. Alors il le laisse dehors. Nous, on y va à sa place. Et c'est terrible, parce qu'à mesure que Farnèse progresse, ce n'est plus seulement Casca la brisée. On découvre la Casca soldat, la Casca amoureuse, la Casca qui avait confiance, la Casca qui s'est effondrée quand Griffith a été torturé, la Casca qui a porté la bande du faucon quand tout s'effondrait, et enfin, la Casca qui a vu l'homme qu'elle aimait humilié, brisé, écrasé devant elle. C'est ça, le couloir des rêves. Une plongée dans l'horreur, oui, mais aussi dans tout ce qui a fait d'elle un être humain. Brutal, sincère, nu. Au cœur de cette séquence se trouve le moment où Farnèse retrouve la Casca complète, symbolisée par ce petit cœur fragile, vibrant et inaccessible. Farnèse comprend qu'il faut rassembler ces fragments pour que Casca revienne, mais elle sait aussi que Casca devra affronter son souvenir le plus terrible. Parce qu'elle sait que si Casca revient, elle va se rappeler, et hurler. C'est exactement ce qui se produit. Quand elle comprend que revenir à elle-même, c'est revivre cet instant, elle refuse. Revenir à la conscience, pour Casca, c'est mourir une deuxième fois. Et c'est pour ça que j'aime ce chapitre. Quand elle rouvre les yeux dans le monde réel, Guts la voit. Elle le reconnaît. Son visage, son odeur, sa présence. Mais elle reconnaît aussi le lien avec l'éclipse. Et elle hurle. Et Berserk devient presque insoutenable. Guts voit, entend, il sait, mais il ne peut pas s'effondrer. Il encaisse, encore, comme toujours. Et pourtant, malgré ce hurlement, cette douleur, c'est une victoire. Une vraie. Elle est là. Elle existe. Elle peut marcher, parler, vivre, aimer. Même si tout doit être reconstruit, il y a une chance, une lumière. Et pour Berserk, c'est déjà énorme. Parce que cette scène marque la fin d'un cycle. Le cycle du traumatisme. Le cycle de l'attente. Le cycle de la survie. Casca est revenu. Mais ce retour si précieux sera aussi ce qui annonce la chute d'Elphelm, la fin du sanctuaire, le dernier tournant de l'œuvre de Kentaro Miura. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. Et ce qui arrive ensuite, c'est la lune, un enfant, et un choix qui pourrait détruire tout ce que l'île protégeait. L'enfant de la lune. C'est l'un des moments les plus beaux et en même temps les plus cruels de tout Berserk. Et je le dis sans détour. Si en lisant, vous n'avez pas ressenti ce mélange étrange entre tendresse absolue et malaise profond, alors vous êtes passé à côté de ce que Miura voulait vraiment raconter. Parce que ce n'est pas un enfant mignon, ni un symbole poétique, c'est un paradoxe vivant, une tragédie incarnée en un tout petit être, et un être qui ne devrait même pas être dans ce monde d'ailleurs. Et pourtant, c'est lui qui va reconnecter Casca à quelque chose qu'elle avait perdu. Pas un souvenir ni une image, mais un instinct. Quand Casca pose les yeux sur lui, elle ne se souvient pas de la douleur. Elle se souvient de la maternité, d'un lien biologique profondément humain que même la folie n'a pas réussi à détruire. L'enfant de la lune apparaît toujours dans une atmosphère presque irréelle, dans la nuit, le silence et la pleine lune, comme une parenthèse dans Berserk. Et Miura nous piège volontairement. Cet enfant est la forme innocente d'un crime absolu, le résidu vivant de ce que Griffith a volé à Guts et Casca. Leur enfant, né prématurément après l'éclipse, souillé par Femto, et pourtant dépourvu de toute malveillance. Il vient, repart, toujours guidé par cette même pleine lune. Il n'a pas de place dans le monde, et pourtant, il la trouve naturellement dans les bras de Casca, comme si son corps se souvenait pour elle, comme si, au-delà de toute magie, quelque chose d'irréductible survivait, l'amour instinctif. Guts, lui, comprend immédiatement. Il sait ce qu'est cet enfant, d'où il vient, ce qu'il représente, et pourtant, il ne peut pas le rejeter, parce que ce n'est pas un monstre, ce n'est pas une relique de l'éclipse, c'est leur enfant, leur seule trace d'un amour broyé par l'ambition d'un seul homme. Ce que même les sorcières d'Elphelm ressentent immédiatement. Son aura est pure, astrale, intacte. Alors la question devient inévitable. Qui est-il vraiment ? Et Miura nous donne la réponse sans la dire. Lors de la pleine lune à Elphelm, quand l'enfant disparaît, il montre autre chose. Une dualité, une coexistence impossible.
L'enfant de la lune semble être ce qu'il reste d'humain en Griffith. La seule forme sous laquelle il peut encore ressentir la chaleur de Guts et Casca. Comme un rêve, une parenthèse nocturne qui s'efface à l'aube. Et quand la lune disparaît, il redevient ce petit enfant. C'est pour ça que l'enfant de la lune est important. Il est un pont entre Guts et Griffith, entre le monde astral et le monde matériel, entre ce que Casca était et ce qu'elle peut redevenir. Il est une lumière, réelle mais condamnée. Rien ne dure éternellement, mais tant que cette lumière existe, elle compte. Et c'est précisément cette lumière-là qui va attirer la prochaine bascule, la conjonction, le passé du Skull Knight et le dernier effondrement. Il y a des moments dans Berserk qui ne sont pas des scènes, mais des ruptures. Des lignes de fracture qui séparent un monde en deux, et le retour de Griffith pour reprendre Casca n'est pas seulement l'un de ces moments. C'est aussi le dernier. Pas le plus spectaculaire, pas le plus violent, mais le plus définitif. Parce qu'il vient après Elfhelm. Après cette respiration presque indécente, où, pour la première fois depuis l'éclipse, Miura nous avait laissé croire que quelque chose pouvait être réparé, que Casca pouvait retrouver sa conscience, que Guts pouvait enfin cesser de lutter contre le monde entier pour simplement protéger ce qu'il aimait. Et c'est précisément pour ça que ce geste est insupportable. Griffith n'a pas besoin de lever la main, ni de parler, ni de se battre. Il est là, et sa seule présence suffit à réduire à néant des années de reconstruction. Parce qu'il n'est plus un antagoniste, mais une fatalité. L'incarnation même d'un destin qui revient toujours, réclamer ce qu'il a marqué. Casca s'effondre parce que son esprit à peine réparé est forcé de regarder en face le visage qui l'a brisé. Et Guts est vaincu parce qu'il n'est même pas autorisé à se battre, privé de ce qui l'a toujours maintenu debout. En parallèle, Elfhelm disparaît. L'utopie s'efface. Et Miura nous enlève en une seule séquence tout ce qui aurait pu ressembler à un futur apaisé. Comme pour nous dire que dans ce monde-là, il n'existe aucun sanctuaire définitif, aucun lieu hors d'atteinte du mal. Et quand on relit cette scène aujourd'hui, impossible de ne pas y voir autre chose. Ce n'est pas seulement la fin d'un arc, c'est la dernière grande respiration de Kentaro Miura avant sa mort. Le point où son œuvre s'arrête brutalement, non pas parce qu'il l'a décidé, mais parce que la vie l'a faite pour lui. Fantasia ne se terminera donc pas, elle est interrompue, exactement comme son auteur. Et cette coupure change tout, parce qu'elle transforme Berserk en question ouverte plutôt qu'en récit fermé. Miura est mort, et avec lui la certitude d'une fin écrite de sa main, mais ce qu'il laisse n'est pas un vide. C'est une direction morale claire, presque violente dans sa sincérité. Berserk ne promet jamais la guérison, il ne promet jamais la victoire, il ne promet même pas la justice, il promet une seule chose, que continuer d'avancer a un sens, même quand tout prouve le contraire. La morale que je veux porter, celle que Miura a gravée dans chaque page, c'est que la lutte n'est pas noble parce qu'elle mène au bonheur, elle est noble parce qu'elle refuse l'abandon, parce qu'elle existe même quand il n'y a plus rien à sauver. Et c'est précisément pour ça que Berserk ne s'est pas arrêté avec la mort de Miura. Il continue à vivre à travers ce qu'il a marqué, transformé, relevé, parfois sauvé, et à travers les œuvres qu'il inspire aujourd'hui. En 2026, un nouveau manga verra le jour. Non pas pour remplacer Berserk, non pas pour l'imiter servilement, mais pour prolonger cette flamme, ce dialogue laissé ouvert. Un projet porté par deux artistes français, Dagoras et Kaedeis, qui œuvrent jour et nuit avec une exigence rare, nourrie par les grandes œuvres des années 80 et 90, par cette manière frontale et humaine de raconter la tragédie. L'histoire se déroulera à Karvat, une ville que l'on dira abandonnée même de Dieu, où apparaît un homme sans nom, appelé simplement l'étranger, figure de passage, de rupture, presque de malédiction, aux côtés d'Aika et de 4 orphelins, Mina, Lena, Nilo et Marco, des enfants déjà marqués par un monde qui ne fait pas de cadeaux. Ce projet, je le porterai sur la chaîne, j'y serai impliqué dans l'histoire elle-même, parce que l'héritage de Miura ne se contemple pas à distance. Il se traverse, il se prolonge, il se met à l'épreuve. La mort de Miura n'a pas mis fin à Berserk, elle l'a transformé en responsabilité collective, en flamme fragile que chacun choisit de porter, ou de laisser s'éteindre. Et si je parle aujourd'hui de ce projet, ce n'est pas pour tourner la page, mais pour affirmer une chose simple. Tant qu'il existera des histoires pour dire « continue », lutte, avance, même sans promesse de salut, alors ce que Kentaro Miura nous a laissé ne sera jamais une absence. Berserk n'a pas de vraie fin, parce qu'il a dépassé son auteur. Et ce dernier enlèvement, cette dernière cruauté, n'est pas une conclusion,
mais un passage. Celui où le rêve meurt et où commence autre chose, plus dur, plus honnête, mais toujours en mouvement. On n'est pas à la fin de Berserk, on est à l'endroit exact où Miura nous a laissés, face au chemin, sans certitude, mais encore debout. Si je conclus ainsi, c'est pour parler de ce que cette œuvre a provoqué, très concrètement dans ma propre trajectoire. Berserk ne m'a jamais accompagné seul, il m'a porté à travers vous, à travers des commentaires parfois écrits au cœur de la nuit, des messages sincères, des désaccords respectueux, des échanges qui m'ont rappelé que cette œuvre continuait de vivre bien au-delà de ses pages. Les 10 000 abonnés sur la chaîne ne sont pas qu'un chiffre, ce sont des voix, des regards, une communauté qui avance. Même le concours figurines, aussi simple puisse-t-il paraître, symbolise ce lien. Rendre un peu de ce que Berserk nous a donné, transformer la passion en partage réel. Et aujourd'hui, ce chemin ne s'arrête pas là. Le projet sur lequel nous travaillerons, Dagoras, KDIS et moi pour 2026, n'est pas une rupture, mais une continuité directe de tout ce que Kentaro Miura a transmis. Raconter des histoires sombres, humaines, honnêtes, sans détourner le regard. Si je m'y investis pleinement, ce n'est pas par ambition creuse, mais par responsabilité, parce que Berserk m'a appris qu'on ne trahit pas ce qui nous a sauvés en restant immobile. Tant que vous serez là pour l'écouter et la questionner, alors son héritage restera vivant. Et au bout du compte, s'il y a une chose que Berserk m'a définitivement gravée en moi, c'est celle-ci. La lumière n'existe que chez ceux qui acceptent leurs ténèbres.ぜひ応援してください。よろしくお願いします。